Bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la guerre en Ukraine, où les forces russes, autrefois redoutées, sont désormais aux prises avec des pertes catastrophiques et des défis logistiques sans précédent. Des bataillons improvisés de motos et de voiturettes de golf aux négociations tendues avec la Chine pour sauver son économie en déclin, la Russie est en mode survie. Pendant ce temps, l'Ukraine résiste avec une détermination inébranlable, soutenue par des alliés occidentaux prêts à repousser les limites de leur aide militaire. Restez avec nous pour un décryptage complet des derniers développements de ce conflit qui redéfinit l'ordre mondial. Accrochez-vous, car les révélations que nous allons partager pourraient bien changer votre perception de cette guerre. Les combattants ukrainiens ont préparé une grande surprise pour l'ennemi au lever du jour. Le système de défense aérienne russe SO-300-4 SENS a été frappé dans la région de Belgorod. Selon les informations, l'attaque a été menée à l'aide du système de missiles HIMARS. Une vidéo montrant les conséquences de l'attaque a été publiée en ligne. L'attaque dans le district de Korota, dans la région de Belgorod, a choqué les Russes. À ce moment-là, la base du ministère de la Défense russe a été attaquée et une grande quantité d'équipements militaires a été détruite. Un obus a explosé pendant l'extinction du feu, tuant Igor Neporeno, le secrétaire du Conseil de sécurité de la région, et blessant le chef de l'administration régionale ainsi que 3 soldats du ministère de la Défense russe. Les forces ukrainiennes d'opération spéciale ont ensuite détruit la station radar russe Kasta 2E2. Les officiers des SOF ont découvert l'emplacement de la station radar mobile russe Kasta 2E2 lors d'une reconnaissance aérienne sur un des champs de bataille. Les SOF ont rapporté que ce modèle de radar est considéré comme une arme de pointe, conçue pour contrôler l'espace aérien, déterminer les coordonnées et reconnaître les cibles aériennes, y compris celles volant à très basse altitude. Le radar Kasta a été détecté pour la première fois sur le territoire ukrainien, dans la partie occupée de l'oblast de Louhansk en 2021. À ce moment-là, les Russes avaient apporté des équipements capables de contre-attaquer les UAV. Récemment, cependant, les véhicules de la station russe ont été ciblés par des drones d'attaque des SOF. Les opérateurs des SOF auraient ciblé le radar russe en utilisant l'une des dernières technologies mises en service. Selon Kiev, la Russie a perdu 247 véhicules et environ 100 systèmes d'artillerie en Ukraine depuis le début du mois, alors que les combats continuent sur le front de l'Est. D'après les statistiques de l'armée ukrainienne, entre le matin du 1er juin et le matin du 3 juin, la Russie a perdu 39 chars, 55 véhicules blindés de transport de troupes et 153 véhicules de divers types, y compris des camions-citernes. Selon les chiffres ukrainiens, Moscou a également perdu 96 systèmes d'artillerie au cours de la même période. Moscou a déclaré que l'Ukraine avait perdu 17 chars et véhicules blindés, 55 autres véhicules militaires et 59 pièces d'artillerie pendant la même période. Newsweek n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. Il est extrêmement difficile de déterminer les pertes sur le champ de bataille, et les experts insistent sur la prudence lorsque l'on examine les chiffres présentés par les deux camps en conflit. Cependant, les chiffres donnent un aperçu du coût pour les deux armées après plus de 2 ans de combats à grande échelle, alors que la Russie intensifie ses pressions sur les positions ukrainiennes dans le nord-est et plus au sud. L'armée ukrainienne a déclaré ce week-end que Kiev avait détruit 880 véhicules blindés russes au cours du mois de mai. C'était le deuxième plus grand nombre de véhicules perdus en un mois depuis le début de la guerre à grande échelle en février 2022. Dans une déclaration séparée, Kiev a indiqué que mai avait vu la plus grande perte mensuelle d'artillerie russe dans la guerre en Ukraine, avec 1060 systèmes détruits. L'artillerie et les véhicules blindés sont parmi les capacités clés pour Kiev et Moscou. Alors que l'Ukraine tente de repousser les attaques russes le long de centaines de kilomètres de lignes de front. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré lundi matin que la Russie n'avait pas lancé d'offensive active dans la région de Kiev depuis le début de la journée et que les forces ukrainiennes consolidaient leur défense dans la région. Les troupes de Moscou ont franchi la frontière le mois dernier et ont afflué dans la région nord-est de Kiev, ouvrant un nouveau front dans la guerre. Les responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie espère épuiser les ressources rares de l'Ukraine et détourner l'équipement et les équipes loin des combats acharnés à l'est avant que l'aide occidentale n'atteigne le pays. Kiev a rapporté des combats féroces hier au sud de la ville de Kupiansk et à l'ouest de la ville orientale contrôlée par les Russes d'Avdiivka, en direction de l'établissement stratégique de Pisky dans la région de Donetsk, en Ukraine.
le ministère de la Défense russe a déclaré que ses forces avaient capturé le village d'Uman, à l'ouest d'Avdiivka et au sud-est de Pokrovsk. La Russie a affirmé que ses troupes avaient repoussé 4 contre-attaques ukrainiennes à l'est de Pokrovsk, y compris sur le village d'Oktin. Les forces ukrainiennes, de leur côté, ont attendu moins de 24 heures après avoir reçu le feu vert de Washington, Londres, Paris et Berlin pour frapper des cibles en Russie avec des munitions guidées de précision tirées par de l'artillerie haut de gamme fabriquée aux États-Unis. Tirant des dizaines de salves, les systèmes d'artillerie lourde russes, les concentrations de troupes et au moins un pont majeur semblaient être les cibles principales de l'offensive ukrainienne qui a débuté dans les premières heures du dimanche. Les responsables russes ont confirmé que les attaques avaient lieu et les grands médias russes ont identifié les armes utilisées comme des missiles M270 tirés par le lance-roquettes monté sur Chenille M270 et le lance-roquettes monté sur Rouimar, 2 systèmes et leurs munitions étant fabriqués aux États-Unis. L'administration de Joe Biden a annoncé qu'elle autoriserait Kiev à utiliser des armes puissantes contre des cibles en Russie. Comme l'a rapporté Forbes, franchissant ainsi la ligne rouge. L'armée ukrainienne a confirmé que des frappes transfrontalières avaient eu lieu et que des cibles militaires avaient été touchées, mais a donné peu de détails. Les médias russes ont confirmé que les forces ukrainiennes ont utilisé plusieurs salves de roquettes M42 de 122 mm, certaines armées de munitions à sous-munitions, lors des frappes transfrontalières. Selon les plateformes d'information contrôlées par le Kremlin, les frappes ukrainiennes ont ciblé des maisons et des entreprises civiles. La plupart ont affirmé que tous les missiles américains de haute technologie avaient été abattus. La chaîne de nouvelles nationales russe Vesti a diffusé des images de fragments de roquettes M42 trouvés dans et autour de la ville de Shebekino. Dans la région de Belgorod, à environ 7 km au nord de la frontière russo-ukrainienne. Dans un reportage diffusé par la chaîne contrôlée par Moscou le 2 juin, le correspondant de guerre de Vesti, Yevgeny Popov, a déclaré que les planificateurs d'attaques ukrainiens avaient tiré plusieurs missiles sur un centre commercial dans une attaque délibérée contre des cibles non militaires, même si les défenses aériennes russes les avaient tous interceptés. Les armes entrantes et les débris tombants ont blessé des civils et causé des dégâts matériels modérés. L'agence de presse russe indépendante Astra a rapporté qu'au moins une des frappes ukrainiennes a causé de lourds dégâts à une base de troupes et à une zone de stockage d'armes lourdes dans le district de Kochanski. Dans la ville de Belgorod, blessant 3 membres du personnel de l'armée russe. Les attaques ont mis le feu et détruit plusieurs pièces d'équipement militaire. Le système de missiles Iskander, qui tire un missile lourd potentiellement capable de transporter une ogive nucléaire de demi-tonne, faisait partie des principales armes russes détruites lors de l'attaque contre une base militaire russe, selon Astra. Certaines images satellites montraient des dégâts importants sur une grande partie du site. Des médias russes, y compris Astra, citant des déclarations officielles du gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, et d'autres, ont rapporté qu'Igor Neshiporenko, adjoint au chef du district de Kochanski, a été tué dans une explosion de munitions, tandis que les fonctionnaires du district, Andrei Venin et Igor Shevkov, ont été modérément blessés. Tout le monde a répondu à la scène après des explosions dans la zone environnante. Certains responsables ont déclaré que Neshiporenko a été tué lorsqu'une bombe à sous-munitions au sol a explosé alors qu'il s'en approchait. Des images sur les réseaux sociaux russes provenant d'un site de stockage industriel sur l'autoroute Revko-Chaza de Belgorod montraient des murs brisés, des poutres en acier tordu, des machines brûlées et, selon certains analystes, les restes du système de missiles sol-sol Iskander russe. L'armée ukrainienne s'est longtemps plainte que les planificateurs d'attaques russes profitaient du sanctuaire créé par Washington contre les attaques contre Kiev en déplaçant les systèmes Iskander près de la frontière ukrainienne et en lançant des missiles lourds transportant une demi-tonne d'explosifs sur les villes ukrainiennes. Le système capable de transporter une ogive nucléaire reste une cible de haute priorité pour Kiev depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Ce week-end, certains blogueurs militaires ukrainiens ont affirmé que, pour la première fois depuis plus d'1 an, les brigades de roquettes déployées dans la région d'ARV disposaient de suffisamment de munitions pour frapper les forces russes. Des attaques de roquettes massives M42 ont également été signalées sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes dans les régions orientales de Donbas et de Kherson, au sud. Des images publiées par l'armée ukrainienne, sans spécifier le lieu, montraient des piles de pods de roquettes M42 usagées, semblant indiquer que la pénurie de munitions de longue date de Kiev diminuait.
dans une mise à jour de statut envoyée à ses plus de 750 000 abonnés le 3 juin. Le populaire blogueur militaire russe Diva Mayora a déclaré que les roquettes guidées ukrainiennes avaient ciblé une station-service civile, un entrepôt d'équipements agricoles et des lignes électriques à Chino. Il a affirmé que les forces ukrainiennes n'avaient attaqué aucune cible militaire et n'a fourni aucune preuve pour soutenir ces affirmations. Selon son compte-rendu, 6 civils ont été blessés. Les images prises par un chauffeur ou un passager de bus russe sur le pont de Belgorod et partagées sur les réseaux sociaux locaux dimanche coïncidant avec les informations d'un compte officiel ukrainien indiquant que les attaques nocturnes avaient également ciblé l'infrastructure logistique militaire russe. Le canal Telegram officiel de l'armée ukrainienne, Opérative ZSU, a indiqué que le pont avait subi plusieurs impacts, mais que les dégâts étaient limités. Hier, des images et des vidéos publiées par la plateforme d'information militaire ukrainienne généralement fiable Real Navina, ainsi que d'autres blogueurs militaires ukrainiens, montraient de nombreuses photos des systèmes anti-aériens russes SE-300 et SE-400 touchés et en feu après la supposée attaque de roquettes M42. L'Ukraine a utilisé pour la première fois les systèmes M270 HIMARS en juin-octobre 2022 pour attaquer des points clés dans les chaînes d'approvisionnement militaire russes en attaquant le pont Antony traversant le fleuve Dnipro près de la ville méridionale de Kherson. Des dizaines de frappes de roquettes M42 ont rendu le pont inutilisable pour le transport militaire et ont forcé les forces russes à une retraite massive vers la rive gauche-sud du fleuve. Sur les plateformes médiatiques nationales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que des frappes HIMARS utilisant des lanceurs dans la région de Kiev avaient eu lieu. Cependant, Washington interdit toujours les frappes plus profondes en Russie avec des armes plus efficaces que les roquettes M42. En avril, l'Ukraine a reçu et tiré des missiles ATACMS fabriqués aux États-Unis, une munition plus puissante et à plus longue portée pouvant être lancée à la fois depuis les systèmes HIMARS et M270. L'Ukraine souhaite utiliser les missiles ATACMS pour frapper les bases aériennes russes, lançant des avions d'attaque qui bombardent les troupes ukrainiennes au sol, mais les États-Unis ne le permettent pas, craignant que la Russie n'escalade les tensions davantage. Les responsables russes, dirigés par le président Vladimir Poutine, ont à plusieurs reprises menacé les États-Unis et l'OTAN de conséquences graves, y compris un échange nucléaire, s'ils fournissent des armes à l'Ukraine, en particulier des armes capables de frapper des cibles en Russie. Le 31 mai, moins de 70 heures avant que Biden n'approuve l'utilisation par l'Ukraine des roquettes à longue portée M270 tirées en Russie par les HIMARS américains et les systèmes M42. L'ancien président russe Dmitry Medvedev a répété les avertissements. Les pays occidentaux qui auraient approuvé l'utilisation de leurs armes à longue portée sur le territoire russe doivent comprendre clairement ceci, l'OTAN devra décider comment caractériser ces armes et les conséquences des frappes de représailles possibles. Peu importe à quel point l'OTAN affirme que la Russie n'utiliserait jamais d'armes nucléaires non stratégiques contre l'Ukraine ou même contre des pays de l'OTAN, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques peut également être mal calculée, ce qui serait une erreur fatale, pas de l'intimidation ou un bluff nucléaire. Plus tard dans la journée, des moments risibles ont eu lieu. Les chefs de l'armée russe ont envoyé des voiturettes de golf et des motos à leurs troupes en première ligne en Ukraine pour compenser les pertes stupéfiantes de véhicules blindés pendant leur campagne militaire de 2 ans en Ukraine. Le Kremlin a vu son armée subir de lourdes pertes. L'armée russe a perdu plus de 500 000 soldats et a vu son équipement blindé largement détruit. Les analystes estiment que la Russie a perdu plus de 15 000 pièces d'équipement militaire, dont 8 000 sont des véhicules blindés de combat, avec environ 3 000 chars. Ces véhicules sont cruciaux pour aider à déplacer rapidement les troupes sur les champs de bataille. Les officiers supérieurs russes ont été forcés de sortir des sentiers battus et de prendre des mesures drastiques pour compenser ces pertes considérables. Des voiturettes de golf ainsi que des motos de Chine et de Biélorussie ont été envoyées aux unités d'assaut en première ligne en Ukraine, surnommées les bataillons Mad Max. Initialement, les groupes d'assaut à moto ont subi de lourdes pertes, devenant des proies faciles pour les drones et l'artillerie ukrainiens. La 79e brigade d'assaut aérien ukrainienne a détruit 8 motos lors d'une opération de démolition et a publié une vidéo de l'attaque sur les réseaux sociaux. La brigade a déclaré « Nos opérateurs de drones de choc n'ont pas apprécié cette créativité et ont émis des contraventions pour excès de vitesse à chaque pilote bien avant la ligne d'arrivée. » 8 motos et un BMP avec de l'infanterie ont été détruits pendant cette attaque. En conséquence, les Russes ont commencé à ajouter des pièces de protection en armure à leur nouvelle flotte de motards.
La taille et la complexité de l'armure ont augmenté alors que les ingénieurs russes s'efforçaient de rendre les motos et les voiturettes de golf moins vulnérables. Des photos circulant en ligne montrent des motos d'assaut avec des sidecars et des cages métalliques soudées les couvrant. Cependant, le poids supplémentaire de l'armure pourrait sérieusement affecter la mobilité et la vitesse des motos. Le correspondant Davidax a fait la déclaration suivante, mais c'est une chose d'ajouter une cage pesant plusieurs tonnes à un char de 40 tonnes avec un moteur de 1000 chevaux. C'en est une autre d'empiler de l'armure sur un véhicule tout-terrain de 1,5 tonnes ou sur une moto de 200 livres, chacun produisant moins de 100 chevaux. Par ailleurs, la Chine a porté un coup dévastateur aux perspectives économiques de la Russie en refusant de s'engager dans l'accord du Kremlin sur les exportations futures de gaz. Alors que les pays européens ont imposé des interdictions sur les exportations d'énergie russe après la guerre, le Kremlin a vu ses revenus gaziers sévèrement affectés par la décision d'envahir l'Ukraine. Les flux de gaz et de pétrole vers l'Europe ont chuté de plus de 80% depuis 2022, les finances de la société énergétique d'État Gazprom subissant un coût de 6,9 milliards de dollars, 5,4 milliards de livres sterling. La Russie a désespérément tenté de compenser ce manque à gagner en essayant de conclure un accord avec Pékin pour des livraisons futures de gaz. Ce qui nécessiterait la construction d'un nouveau pipeline pour relier les champs gaziers sibériens de la Russie à la Chine. Le pipeline Siberian Power 2 devrait transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce qui pourrait couvrir la moitié des pertes actuelles de la Russie. Le Kremlin est désespéré de convaincre la Chine de participer au projet, qui était l'un des principaux points à l'ordre du jour lors de la visite de Vladimir Poutine à Pékin en mai. Mais les négociations semblent avoir stagné en raison de la position ferme du président Xi Jinping sur les prix. Des sources proches des négociations ont déclaré que Pékin n'était prêt à payer que les mêmes tarifs que ceux des prix domestiques lourdement subventionnés de la Russie et ne s'engagerait pas à acheter de gros volumes de gaz. L'isolement de la Russie dans le monde l'a laissé exposé et sans autre choix que de se plier aux termes de Pékin. Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin, a déclaré « La Chine croit que le temps joue en sa faveur. Elle a suffisamment de temps pour obtenir les meilleures conditions de la Russie et attendre que l'intérêt pour les relations sino-russes se déplace ailleurs. Le pipeline peut être construit assez rapidement, car les champs gaziers sont déjà développés. Après tout, les Russes n'ont pas d'autre option pour commercialiser ce gaz. La Chine utilise déjà son influence sur la Russie pour négocier des conditions favorables pour les achats de gaz, payant beaucoup moins que d'autres pays. Pékin a payé un prix moyen de 4,4 $ par million de British Thermal Units, BTU, contre 10 $ pour le Myanmar et 5 $ pour l'Ouzbékistan, selon une recherche menée en mai par le CGP de Columbia. Les chercheurs ont analysé les données douanières pour la période 2019 à 2021. Selon les données publiées par la Banque centrale russe, au cours de la même période, la Russie exportait du gaz vers l'Europe à un coût d'environ 10 $ par million de BTU. D'autre part, Tony Radakin, chef d'état-major du Royaume-Uni, a déclaré qu'il était extrêmement confiant que l'Ukraine gagnerait la guerre. L'amiral Radakin, connu pour son optimisme, insiste sur le fait que la Russie a échoué en Ukraine, malgré la nouvelle offensive russe dans l'oblast de Kiev, où les forces russes ont saisi certaines zones en raison du manque de munitions et de personnel de l'Ukraine. Radakin a poursuivi, la Russie progresse tactiquement sur le terrain, mais il faut ensuite prendre un peu de recul. Si vous remontez à mars 2022, la Russie avait capturé environ 17% du territoire ukrainien. Aujourd'hui, elle en détient 11%. La Russie continue de fonctionner avec un déficit budgétaire. Lorsqu'on lui a demandé s'il était confiant que l'Ukraine gagnerait, l'amiral Radakin a répondu qu'il était extrêmement confiant et a continué. D'ici fin juin, la Russie aura perdu 500 000 morts et blessés. Nous sommes déjà à 800 jours d'une guerre que Poutine avait prévu de durer 3 jours. C'est difficile pour l'Ukraine, mais nous devons continuer à apporter notre soutien. L'amiral Radakin a donné cette interview avant que les États-Unis et d'autres alliés ne soutiennent ouvertement l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba, a confirmé que l'Ukraine avait reçu la permission des États occidentaux d'utiliser les armes fournies par eux lors d'attaques en Russie et a noté que Kiev chercherait à élargir la portée de cette permission. La Maison-Blanche a déclaré que l'Ukraine était autorisée à lancer des frappes non seulement dans l'oblast de Kiev, mais aussi dans la région frontalière de Sumy.
Cette autorisation ne couvre pas les missiles à longue portée AAM. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Alors que nous assistons à une guerre qui redessine les frontières et les alliances mondiales, il est clair que l'issue de ce conflit reste incertaine. Les forces ukrainiennes montrent une résilience remarquable face à une Russie en difficulté, obligée de trouver des solutions de fortune pour compenser ses pertes. Les enjeux économiques et géopolitiques ne cessent de croître, avec des négociations cruciales entre Moscou et Pékin qui pourraient déterminer l'avenir énergétique de la région. Restons attentifs et informés, car chaque jour apporte de nouvelles évolutions dans cette guerre qui façonne notre monde. Continuez à nous suivre pour les dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons au cœur de l'actualité. À bientôt sur notre chaîne.